Hello tout le monde, c'est Amandine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Steve, au parcours aussi atypique qu'inspirant. Coach de vie certifié depuis 2015 et fondateur d'Éclair Obscur. Mais avant d'accompagner les autres, il a passé plus de 20 ans dans la grande distribution. Il a aussi connu des périodes difficiles dans sa jeunesse et c'est justement cette histoire qui lui permet aujourd'hui d'aider des personnes à sortir de leur blocage et à reprendre les commandes de leur vie. Sa particularité, une méthode qu'il appelle Auto, un pilote automatique qui agit dans l'ombre et qui influence bien plus de choses que l'on imagine. Aujourd'hui, on va parler de son parcours, déclic, schéma répétitif et surtout comment reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Bonjour Steve, merci d'être avec nous. Bonjour Amandine. Quand on regarde ton parcours, on voit deux vies presque opposées, 20 ans dans la grande distribution, puis le coaching. C'est quoi le déclic qui a tout changé? Le déclic qui a tout changé, c'est la naissance de mon premier enfant, Eden, en fait, qui a révélé un certain nombre de blessures de mon enfance et qui ont déclenché certaines prises de conscience, qui ont, qui ont eu pour but de me dire, j'ai pas envie de transmettre les traumas qui me restent à mes propres enfants. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur moi, à me faire suivre, à me faire accompagner, pour justement travailler sur ça et éviter de transmettre mes traumas à mes enfants. Alors, tu évoques parfois des moments compliqués dans ta jeunesse. Est-ce que ce sont des épreuves qui t'ont amené vers ce métier ou est-ce que ça s'est construit autrement? Oui, ça s'est déclenché là, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'étais un petit garçon qui était assez distrait, dit-on. J'avais beaucoup de difficultés à l'école parce que j'étais dyslexique et puis je faisais de la dyscalculie. Mais à l'époque, c'était pas quelque chose qui était reconnu. On appelait Mhm. ça plutôt de la paresse ou alors j'avais pas forcément envie de travailler. Et donc oui, c'est ça qui m'a amené petit à petit à vouloir accompagner les autres parce que je me rendais compte que ma différence en fait n'était pas forcément reconnue. Et par la suite, j'ai rencontré des personnes sur mon parcours qui vivaient exactement les mêmes problèmes que moi, mais qui ont trouvé une autre manière de le vivre. Les plus grandes Et blessures deviennent parfois nos plus grandes forces. Est-ce que tu te reconnais je là-dedans? me reconnais totalement là-dedans, hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui que ça me permet de mieux comprendre les gens. C'est justement cette façon de penser et de réagir différemment qui me permet d'être en connexion avec les personnes que j'accompagne. Mhm. Et je vais dire que c'est même devenu, entre guillemets, mon plus grand pouvoir, en fait. Maintenant, il faut absolument qu'on parle d'auto parce que c'est un concept qui intrigue beaucoup. Quand tu dis auto est un pilote automatique qui tourne dans notre tête, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Steve? En fait, Otto est né d'une observation, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant longtemps dans une forme d'anxiété, parce qu'il y avait justement comme une sorte de rumination mentale qui revenait sans arrêt, avec des idées, ça pouvait même être des images ou des dialogues internes qui tournent en boucle sans jamais pouvoir comprendre ce qui se passait exactement. Et j'ai créé Auto justement après, je vais dire quand même quelques années de thérapie parce qu'il a bien fallu que je comprenne Mhm. et pour comprendre qu'en fait, c'était des dialogues internes qui cherchaient aussi souvent, à nous protéger, en fait. Et Auto est né parce que j'avais ce besoin de pouvoir l'identifier. Et c'est pour ça que j'ai choisi Auto. Auto, pourquoi? Parce que c'est le pilotage Oui, automatique ok. à l'intérieur de nous et que c'était tout simple pour moi de le repérer une fois que je voyais qu'il y a quelque chose qui tournait en boucle. Alors, Steve, comment on peut reconnaître que auto est dans la vie de quelqu'un? Quels sont les signes qui ne nous trompent pas? En fait, comme on perçoit tous la réalité à travers nos cinq sens, on l'interprète aussi à travers ce qu'on a vécu, à travers notre histoire, à travers nos expériences, à travers les problèmes qu'on a rencontrés. Il se construit petit à petit en fonction de ces événements. Et en fait, on peut le reconnaître en fonction de qu'est-ce qui se tourne en boucle dans notre esprit. Le fait qu'une histoire se raconte, on peut déjà se repérer par le biais de la narration intérieure, c'est-à-dire parce qu'il se raconte à l'intérieur de soi. Mhm.
Il y a d'autres personnes, comme on perçoit pas la réalité tous de la même manière, qui vont plus avoir des images qui vont se Oui, bien sûr, projeter oui. dans leur tête, en fait, et qui vont se projeter en boucle comme le narratif précédent. Il y a des personnes aussi qui vont le vivre avec plus avec leurs émotions. Alors à ce moment-là, ça va être plus des ressentis qui reviennent Mhm. toujours les mêmes. Ils vont rencontrer une personne à un endroit, ils vont avoir un ressenti qui va les faire qu'ils vont se sentir mal et qui va se répéter à chaque fois qu'ils vont aller à cet endroit-là, parce que ça va rappeler quelque chose qu'ils ont vécu à un moment de leur histoire et qui va ce narratif ou alors cette image ou ce ressenti, il cherche juste une seule chose, c'est protéger la personne. Le problème, c'est que ce mécanisme, lui, ne fait pas la différence entre un réel problème et un problème fictif. Du coup, comme son objectif à lui, c'est de te maintenir en sécurité, ben, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour te maintenir en sécurité. Quitte à créer des films de Oui, science-fiction, des scénarios des tirés par scénarios les cheveux, complets. ouais. Ouais. Et c'est ça qui, parfois, arrive au fait que bah, tu es complètement paralysé par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que, comme ton cerveau, lui, veut te protéger, bah, il croit au danger qui n'est pas Mhm. forcément réel, et il te coupe de toute rationalité. C'est-à-dire que comme son objectif à lui, c'est de te protéger, bah, je vais dire, pour lui, c'est inutile de commencer à se poser les questions si, ben, est-ce que c'est vraiment le cas ou quoi? Non, son objectif à lui, c'est de te sauver, de Mhm. te maintenir en sécurité. Donc lui, il fait pas la différence et il va prendre toute l'énergie qui est possible pour pouvoir se mettre en sécurité, c'est-à-dire que soit pour fuir, soit pour se battre, ou alors pour faire le mort. C'est un mécanisme Oui, de conscient protection, quoi. de protection, voilà. Alors du coup, Steve, est-ce que tu aurais un exemple très concret du quotidien, par exemple, de quelque chose que beaucoup de personnes vivent sans même s'en rendre compte? Ben, on peut parler par exemple de l'anxiété. L'anxiété, elle est due au fait que, ben, à un moment donné, ben, le cerveau interprète une situation comme un danger. Mhm. Et à partir du moment où ce que le cerveau interprète comme un danger, ben, son rôle à lui, c'est de nous protéger, de nous maintenir en sécurité. Donc il va passer par 3 étapes et ça va soit être de fuir, soit de partir au combat, ou alors à ce moment-là de faire le mort pour sauver sa vie. Ce qui nous coupe de toute rationalité parce qu'en fait, le cerveau à ce moment-là, son seul objectif c'est de protéger et il n'a pas besoin que tu commences à te Mhm. poser des questions. Le problème, c'est que de temps en temps, bah, il a tendance à amplifier les choses et qui fait que tu bloques encore plus et que tu n'arrives pas à retrouver ta Ah. rationalité. On peut parfois croire qu'on choisit librement alors qu'on répète simplement un programme déjà installé. Oui, on répète un programme installé déjà très tôt, en fait, hein, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ces programmes se construisent très tôt pendant l'enfance, à travers les expériences qu'on vit, à travers les épreuves qu'on va vivre. Et il se construit justement bah, pour nous protéger et puis pour permettre de pouvoir rester en vie et en sécurité. Alors Steve, qui pousse la porte de ton cabinet aujourd'hui et qu'est-ce que ces personnes ont en commun? La plupart du temps, c'est des personnes qui ont déjà essayé d'autres choses avant, comme de la thérapie, comme des accompagnements, et il y a d'autres personnes aussi qui, eux, ne trouvent pas l'accompagnement qui leur convient, et en tout cas qu'on n'arrive pas vraiment à les aider de la façon dont ils en auraient besoin. Ce qu'elles ont en commun, c'est que la plupart du temps, c'est des personnes qui sont atypiques, je dirais, dans le sens où ce qu'elles ressentent des choses avec beaucoup d'intensité, elles vivent les choses avec beaucoup d'intensité, et elles sont parfois pas toujours bien comprises par leur entourage et par la société en général, en fait. Tu parles souvent de personnes qui pensent énormément et qui ressentent tout très fort et qui parfois ont l'impression d'être du coup en décalage. Pourquoi tu penses qu'elles viennent particulièrement vers toi? Elles viennent vers moi parce que, parce que je suis un peu comme ça aussi. En fait, j'ai tendance à toujours vivre les choses avec beaucoup d'intensité. J'ai une activité, je vais dire, cérébrale qui est assez intense dans le sens où ce que j'ai aussi ce narratif interne Mmh. qui circule en permanence, sans jamais vraiment trouver le bouton stop, et je pense qu'elles viennent vers moi parce que justement j'arrive à les comprendre, parce que je fonctionne, pas forcément comme elles, parce qu'on fonctionne tous Mmh. différemment, mais que j'arrive à les comprendre parce que j'ai ce fonctionnement, intense et je veux dire atypique.
Dans toutes les personnes que tu accompagnes, est-ce qu'il y a un moment en particulier, qui t'a marqué et un moment où tu as vu, quelqu'un basculer et reprendre vraiment les commandes, de sa vie? Bah, c'est souvent, comme ça dans beaucoup de séances, les gens ils arrivent, chez moi. Déjà, ils savent pas pourquoi, ils sont un peu stressés, ils se demandent si, ben, ils vont vraiment avoir, quelqu'un qui va pouvoir les aider et c'est souvent au moment où ben, pendant la séance, la personne s'arrête un instant et puis, une larme coule et à un moment donné, je me tourne vers la personne et je lui demande, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre et c'est souvent à ce moment-là que la personne, elle me dit, ça me fait des frissons parce que Mmh. c'est pour la première fois, je me sens Ah comprise. oui. Pour la première fois, je me sens vraiment, écoutée et en sécurité. J'ai pas l'impression qu'on me prend pour une folle et c'est souvent ça, en fait, qui lance le déclic pour pouvoir, ben, lancer je vais dire le développement de Oui, l'accompagnement. cette notion de «je te vois C'est vraiment». ça, c'est ça. À partir de ce moment-là, la personne, elle sait qu'elle est comprise Mmh. dans ce qu'elle vit et qu'elle va pouvoir se laisser aller pour pouvoir continuer le process, en fait. Bah, du coup, ça doit être très, puissant à observer. Mais, selon toi, alors du coup, quelle est l'erreur la plus fréquente que les gens font, en essayant de changer seuls? La plupart du temps, quand on a un problème, on a tendance à aller chercher de l'information, à rajouter, à vouloir développer de nouvelles compétences. Le problème, c'est que quand on a déjà un esprit surchargé, quand on a déjà, un narratif interne qui ne s'arrête pas, c'est difficile de rajouter quelque Mmh. chose et donc ben, moi, je pars le parti pris que, ben, plutôt que de rajouter, peut-être retirer ce qui n'est plus utile Mmh. et ça comprend, ben, justement l'identification d'auto qui va permettre justement de comprendre que, ben, le mécanisme automatique qui est derrière, il cherche à protéger la Mmh. personne et tant que la personne, elle l'a pas observé, tant que la personne, elle ne le sait pas, ben, elle ne peut pas comprendre réellement ce qui se passe. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir faire montrer les choses qui sont en arrière-plan, qui fonctionnent tout seuls en mode automatique en arrière-plan chez les gens, chez les personnes, pour pouvoir justement leur permettre d'évoluer. Doux et clair-obscur. D'où éclair-obscur, faut mettre en lumière vraiment les mécanismes cachés pour pouvoir leur permettre d'évoluer justement. D'accord. Je trouve qu'il existe encore beaucoup de préjugés, autour du coaching. Si tu pouvais, démolir une seule idée reçue, ce serait laquelle? Bah, en fait, on dit beaucoup que le coaching, c'est pour, les bisounours, hein, où tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, ou ce que juste la volonté fait qu'à un moment donné, on peut se sortir d'une situation. Mais en fait, le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est déjà aller chercher ses propres ressources à l'intérieur de soi et de pouvoir, avec ses propres ressources, permettre de sortir d'une situation difficile. Mmh. C'est ce processus qui va faire justement que la prochaine fois qu'on va rencontrer une difficulté, on va pouvoir l'affronter tout seul. Ah bah oui. L'objectif du coaching, c'est de ne pas être dépendant d'une personne, Mmh. mais c'est de pouvoir aussi développer des compétences pour pouvoir régler ses propres problèmes soi-même. Donc en fait, demander de l'aide, c'est pas du tout un aveu de faiblesse. Ah non, absolument pas, c'est justement même une force, parce que quand on a le courage de se dire qu'on a un problème et qu'on n'arrive pas forcément à le régler soi-même, Mmh. et qu'on veut vraiment avec la vraie volonté de vouloir passer à l'action et de changer les choses, de faire appel à quelqu'un, oui, c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, moi-même, j'y serais pas arrivé à accompagner des personnes si moi-même je ne me serais pas fait accompagner. Si quelqu'un écoute cet épisode aujourd'hui et se reconnaît dans ce que tu décris, donc une personne qui réfléchit trop, qui ressent trop intensément, qui répète toujours les mêmes schémas, qui sont aussi bloqués dans leur vie et ne sait plus comment avancer, qu'est-ce que tu aurais envie, de dire à ces personnes-là? Déjà, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est ce qu'ils vivent ne définit pas ce qu'ils sont, en fait. Ce qu'ils vivent, c'est simplement un moment compliqué parce qu'il y a pas de compréhension de ce qui se passe et tant qu'on n'a pas la compréhension de ce qui se passe, on peut pas changer les choses. Je dirais que prendre du recul sur les choses, c'est pas facile, c'est évident, parce que quand ça tourne à l'intérieur, Mmh. c'est impossible de prendre du recul. Mais par contre, comprendre le mécanisme qui fait qu'à un moment donné, ça bloque, une fois que la situation est
passer, ça c'est à la portée de tout le monde. Je veux dire, tout le monde peut vivre quelque chose, laisser passer l'intensité du moment et puis prendre le recul juste après en se disant, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Quelle est l'émotion qui est venue en premier? Où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce que je comprends de ça? Et à partir du moment où on peut commencer à faire des observations comme ça, on peut commencer à sortir d'une situation difficile. Mais sans ce recul, sans cette observation, déjà sans cette identification, bah c'est pas possible en fait. D'où Otto. À chaque fois que qu'il m'arrive quelque chose et que ça commence à tourner en boucle, bah, je me pose la question qui pilote vraiment en fait. Et c'est à ce moment-là que je me peux identifier. Est-ce que c'est moi à l'intérieur ou alors est-ce que c'est autre? Auto, c'est-à-dire le pilote automatique qui est créé depuis longtemps pour te protéger. Et des fois, bah, il n'est plus forcément adapté à la situation. Et avant de terminer, j'aimerais te poser une dernière question, Steve. Si aujourd'hui tu pouvais retourner voir le Steve d'il y a 20 ans, celui qui traversait des moments difficiles, celui peut-être qui ne savait pas où est-ce que la vie allait l'amener, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, franchement, je lui dirais que qu'il ne doit pas s'inquiéter, que un jour il va comprendre réellement qui il est, parce que c'est surtout ça qui a été difficile pour moi pendant quand j'étais enfant. J'avais du mal à trouver ma place, j'avais du mal à savoir qui j'étais, parce que je correspondais pas forcément au cadre de la société, au cadre je vais dire, du monde actuel. J'avais toujours tendance à voir les choses différemment et ça avait tendance à gêner. Il me disait tout le temps: «Arrête de rêver» et je lui dirais: «Tu eu raison de rêver». Je lui disais: «Tu eu raison de rêver parce que grâce à ça, ça t'a permis de remettre beaucoup de choses en question. Ça t'a permis de te construire aussi. Heu, toutes les épreuves que tu as affrontées, ben, te permettent aujourd'hui de pouvoir accompagner des personnes qui, eux, vivent aussi des choses difficiles». Et je dirais que c'est ce parcours compliqué, en fait, qui fait que la personne que je suis aujourd'hui et qui me permet de mieux comprendre les gens. Parce que quand on vit des choses difficiles, on apprend des choses difficiles, on tire des leçons de ce qu'on a vécu. Et ben, c'est plus facile d'être humble quand une personne vient te voir avec son propre parcours, je dirais. Et je lui dirais «Tu bien fait de tenir, ouais. Tu bien fait de croire en toi et malgré le fait que c'était pas toujours facile». Et je lui dirais «Continue de rêver», ouais. Ça, c'est vraiment le mot, c'est continue de rêver. Parce que tant que tu rêves, tant que tu continues à imaginer quelque chose de différent, ben, ça te permet d'évoluer toi et de faire évoluer les gens autour de toi. Merci Steve pour cet échange et toute ton honnêteté. Et souvenez-vous d'une chose, c'est que parfois reprendre les commandes de sa vie, ça commence simplement par une prise de conscience. Je vous fais des bisous.